Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique en ligne préférée pour vêtements de sport et de plein air. C'est 100% en ligne, basé à Montréal, plus de 40 ans d'expérience, 400 marques, dont 60 marques canadiennes des plus populaires. Et là, aujourd'hui, Romane est avec moi et elle va me faire noter de l'équipement de course. Donc, allons-y, sans plus attendre. Ok, sur 10, combien tu notes les chaussures plaque carbone? Chaussures plaque carbone, c'est dur à noter ça. Je vais dire 5 parce que les plaques de carbone n'ont pas été prouvées comme étant bonnes pour la performance, mais les chaussures plaques de carbone, les super shoes, viennent souvent beaucoup plus légères et avec un meilleur foam, ce qui fait que c'est des souliers plus performants. Donc, je mets 5 parce que c'est des plaques de carbone, mais si on dit juste super shoes, 10. Une montre GPS. Une montre GPS, 10. J'adore les montres. Ça permet de tracker tous tes déplacements. J'aime ça. Je suis un gars de stats. Gilet d'hydratation. Gilet d'hydratation. Fait qu'une veste d'hydratation, 8. Si tu fais du trail, c'est pratique. Capteur de fréquence cardiaque. Capteur de fréquence cardiaque, 10. Brassard ou ceinture thoracique. Brassard. Là, j'ai acheté un brassard Coros, puis c'est un game changer. Les lunettes. Lunettes, 8. Casquette ou visière. Casquette ou visière, 9. Les ceintures de course. 10. Moi, c'est rendu ma nouvelle affaire. À place des vestes d'hydratation, d'ailleurs, je garde une ceinture d'hydratation, une bouteille en avant, une bouteille en arrière. T'as pas de veste sur toi. Tu peux courir en chest si tu veux ou en top de sport. 10. Et bouteille à main. Bouteille à main, 10. Game changer. Si vous voulez vous procurer une ou plusieurs de ces choses-là qu'on vient de discuter, vous pouvez économiser jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande en utilisant le code UPICA. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Coin du geek cette semaine, le plus de fois j'ai pu dire le mot geek dans l'intro, le mieux ça va être. Encore une fois avec Charles Castonguay, où est-ce qu'on décortique 2 études. Une étude qui analyse les méthodes d'entraînement des marathoniens et coureurs de fond élites, et une autre qui nous permet de voir et de comparer les méthodes d'entraînement de différents groupes de coureurs, donc des élites, des sub-élites et des amateurs forts. C'est très intéressant de constater les différences entre ces groupes-là, en fait. Qu'est-ce qui fait que les élites sont élites et qu'est-ce que les amateurs peuvent apprendre des différents groupes qui vont plus vite et de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'on fait de différent? Il y a beaucoup d'apprentissage à tirer de ce podcast-là, je crois. Et ben c'est ça, je vais laisser le podcast parler pour lui-même. Le podcast, évidemment, est présenté par UPICA, la compagnie par excellence pour vos besoins en nutrition sportive. Allez sur upica.ca, utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Bon podcast. Le retour du Coin du Geek. De retour. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait de Coin du Geek. Ouais, on avait pris une petite pause après le marathon d'Ottawa. Ouais, exact. Les gens étaient sûrement écœurés de nous entendre. Non, au contraire. Le Coin du Geek, man, je m'en fais parler tellement beaucoup. Là. Ouais, bon, c'est pour ça que je t'ai réécrit. C'est quand là, le monde nous demande du Coin du Geek. Là, ça n'a juste pas à donner dans nos horaires. Mais demande. Moi, je suis partout au Québec en ce moment. Man, c'est quand même agressif comment je fais de la route. Là. Ça fit moins. Mais là, c'est correct. Là. On est là. Ouais, exact. Puis pour parler de volume. Exactement. Volume d'entraînement. Oui, exactement. On a, dans le fond, le thème d'aujourd'hui, c'est une étude qui s'appelle Training Periodization Methods, Intensity Distribution and Volume in Elite and Highly Trained Distance Runner. En fait, c'est une étude qui a été faite sur des athlètes de course à pied de 1500 mètres à marathon, mais très, 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 très entraînés. Donc, on parle d'équipes soit nationales ou presque, là, à travers différents pays.
quand même plusieurs coureurs, en fait. Puis on a juste étudié tout ce qu'ils faisaient. On a regardé tout ce qu'ils faisaient pour voir, pour comprendre, en fait, tout ce qu'ils faisaient qui leur amenait à être aussi performants. Puis on va parler d'une deuxième étude juste après, dans le même podcast, de voir justement, OK, là, on a notre baseline des très élites, qu'est-ce qu'ils font, versus, monsieur, madame, tout le monde, toi puis moi, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, finalement, puis pourquoi on n'est pas aussi bon qu'eux, là. Fait que J'imagine que c'est plurifactoriel. Exactement. Fait que dans le fond, c'est une revue systématique qui a été faite par Sandbach, qui est si vous connaissez un peu le milieu de la recherche, qui est un chercheur norvégien assez réputé, là, surtout dans le ski de fond, mais en course à pied aussi, en triathlon, qui est paru en 2023. Dans le fond, l'objectif de l'étude, on vient de le dire, là, c'était d'identifier les caractéristiques communes à l'entraînement, soit en termes de volume d'intensité chez les coureurs de demi-fond et de fond élite, et de décrire justement les stratégies d'organisation de la saison elle-même, du volume annuel, des distributions d'intensité à travers cette saison-là. C'est un type de revue systématique qui a été fait selon les critères Prisma. J'en parle parce que il y a plusieurs types de revues à travers le domaine scientifique, puis il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. Dans le Prisma, c'est quoi? C'est le Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse. Dans le fond, c'est des critères très, très spécifiques qu'il faut suivre quand on fait la recherche des articles pour s'assurer d'une très bonne validité et d'une très bonne fiabilité des données. Puis ça l'assure justement une rigueur scientifique, une reproductibilité, une évaluation critique qui est très pointue et la réduction des biais d'analyse finalement. Fait que c'est une étude qui est assez sérieuse puis qui est très bien documentée. Une étude legit, là, comme on dit. Vraiment, vraiment. Parce que quand on fait le tour des études, des fois, on fait « Ah, c'est là un résultat vraiment intéressant. » Tu lis si tu t'en tiens au résumé, tu fais comme « Wow, c'est révolutionnaire. » Puis là, tu regardes la méthodologie, puis toi, t'es comme « Ouais. » Puis je me suis fait prendre très souvent, puis je me fais souvent, probablement encore prendre. Là. Mais comme tu le sais... Là, parce que c'est sur PubMD, tu te dis « Ah, c'est legit. » Finalement, c'est un journal boboche, puis la méthodologie... On a fait un podcast avec Olivier Bernard, là, le pharmacien. Je l'adore. Le podcast Sans filtre, on l'a reçu dernièrement, puis dans son dernier... Lui, il a fait un podcast qui s'appelle Dérive. Dans son dernier podcast, il y a un épisode complet dédié aux études. Puis il dit qu'il y a comme 80% des journaux qui sont pas légitimes. Puis je pense que c'est genre... Là, je dis n'importe quoi comme stat, mais c'est à peu près ça. Là. Puis c'est genre 60% des journaux, ils appellent ça des journaux prédateurs. Fait que c'est des journaux qui semblent être légitime, mais que là, quand tu creuses plus loin, puis il y a des spécialistes qui se spécialisent dans puis moi, je suis loin de ça. D'être capable de justement remarquer, parce que genre, la mise en page est belle, ça a l'air d'un beau journal, puis là, tu regardes c'est qui a fait la double examination, puis ou l'examination des pairs, puis là, finalement, c'est genre un dentiste, puis un vétérinaire qui sont amis avec le gars qui fait sa recherche, puis tu fais genre, OK, ouais, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire que l'objectif de l'étude ou l'objectif de l'étude était pas bon, tu sais, parce que ça peut être un sujet intéressant à rechercher. Des fois, c'est juste la façon que l'étude est montée que c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ou que justement, tu sais, ça a pas été révisé par personne, puis ça a été publié comme ça. Exact. Il y a bien des puis moi, encore une fois, je suis pas un spécialiste de ça du tout. Là. Il y en a qui se spécialisent là-dedans, mais il y en a que justement, tu sais, les critères d'inclusion puis tout, c'est assez large. Ouais, exact. Bref. Mais là, ça, c'est legit. Oui, c'est une revue, c'est quand même une revue très systématique. Fait que ça a été étudié beaucoup. Puis le chercheur, dès que je vois ce nom-là, je fais comme, OK, ça, c'est crédible quand même. C'est un bon chercheur. Bref, les résultats de l'étude détaillés, on va y aller point par point. Périodisation de l'entraînement. Donc, la structure générale, évidemment, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. On a une structure annuelle en 3 phases. Toi, je ne sais pas en notation, ça ressemblait à quoi. Selon ce que tu me dis, c'était plus préparation spécifique du jour 1 jusqu'au jour 360. À bloc de A à Z. Mais en général, normalement, on a une préparation générale avec un volume élevé, une intensité un peu plus faible. On va tomber après ça dans une préparation spécifique avec une intensification progressive de l'intensité, réduction légère du volume. Et lorsqu'on tombe en compétition, on a de l'intensité beaucoup plus élevée, très spécifique à la distance qu'on fait, et souvent une réduction du volume pour diminuer le facteur fatigue. Le modèle utilisé, c'est des périodisations traditionnelles linéaires là, qu'on appelle. Donc, on augmente le volume de façon progressive jusqu'à notre objectif, ou on va suivre une périodisation avec un petit peu de repos à travers ça. Ça dépend des mentalités quand même. Il y a quelques cas notés dans les études de périodisation inversée. Donc, on commence avec beaucoup d'intensité, puis on tombe vers le volume, mais les chercheurs mentionnent que c'est rarement quand même observé. Mais ils mentionnent quand même que c'est présent. Quand même. Ouais, qu'on commence beaucoup avec l'intensité puis on switch vers le volume. Ça peut donner certains résultats aussi. C'est des blocs, des microcycles de 7 à 10 jours, théoriquement, chez les élites.
C'est des organisations avec 2 à 3 séances clés par semaine. Donc, on parle de la plupart du temps, des intervalles à haute intensité, une fois, un tempo et une long run. C'est les 3 séances clés. Puis le reste du volume, on va le faire autour de ça. Je pense que c'est des notions qui sont quand même assez ça fait du sens avec ce répandues, qu'on partage ici aussi souvent. Là. Exactement. En termes de volume d'entraînement, là, ça devient intéressant. Donc, le volume hebdomadaire moyen, donc en moyenne à travers l'année, des hommes élites de marathon qui ont été étudiés ici, on parle de 160 à 220 km par semaine. C'est quand même du gros volume. Ouais. Moi, je me suis déjà rendu à 220, mais c'était dans les semaines choc, on va dire. En trail, puis là, tu marches beaucoup, puis c'est bref. Mais t'es cassé complètement à la fin. Je le recommande pas nécessairement à tout le monde. C'est beaucoup. Ben, je sais que Kipchoge, c'est dans ces semaines normales, c'est pas mal du 200. Là. Ce qu'il mettait sur les médias sociaux, en tout cas. Les femmes élites, c'est du 130-180 par semaine. Ah ouais. Coureur de demi-fond. Et là, on tombe, là, je parlais du marathon. Là, je tombe dans le demi-fond. Fait que là, on parle plus des allures 1500, 5000 jusqu'à 10 000. C'est quand même très élevé encore. On parle de 120 à 160 km par semaine. Fait que c'est pas parce que tu fais du 1500 que tu feras pas des gros volumes d'entraînement. Ouais. On va le voir plus tard, il y a quand même une bonne corrélation avec la performance. Et justement, on fait des volumes un peu plus faibles en période de compétition, mais ça, c'est normal. Les marathoniens, la charge annuelle en volume d'entraînement, ça ressemble à du 7 000 à 10 000 km par année. Moi, personnellement, je suis allé toucher le 6 500. Puis c'est une grosse année, beaucoup de kilomètres dans les pattes. Puis j'ai pas performé plus qu'à 6000 par exemple ou à 5500. Après ça, bon, j'ai plein d'autres facteurs dans ma vie qui font que je travaille à temps plein. Fait que là, il y a le terme fatigue, puis charge émotive, ça, c'est pour des athlètes aussi, élites qui ne font que ça. Oui, c'est leur job. Là, c'est leur job. Là. Mais c'est quand même beaucoup. 7000 à 10 000, c'est du stock. Juste en termes de stress mécanique, c'est... Parce qu'à 7000, t'as pas beaucoup de semaines à 50. Là. Non. Tu peux pas avoir un deload. Ton deload est à 100. Là. Ton semaine de repos, c'est à 100. Puis ton off-season, t'as une semaine à 0, t'as une semaine à 50, puis t'es pas mal reparti. Fait que ça fait quand même une moyenne de 100, 220 km par semaine. C'est ça, il me semble que c'est fou. Là. C'est monstrueux quand même. Ce qu'on remarque en charge annuelle, c'est que le volume total de kilomètres par année est un facteur prédicteur fort de la performance qui est corrélé aussi avec le VO2 max, l'efficacité de course et les seuils lactiques. Donc, le volume total serait un prédicteur fort de performance qui est corrélé avec ces autres paramètres-là. Fait que le volume, en général, c'est ce qui rendrait meilleur chez ces athlètes-là. Après ça, il faut bien le quantifier, il faut bien le doser. L'étude n'en fait pas nécessairement mention, mais là, il y a une question de progression avec ça et tout. Mais là, on parle d'élite. On parle pas de je commence à courir demain puis je fais 120 km par semaine. Les méthodes d'entraînement utilisées. Bon, comme on disait là, un peu dans la distribution, on l'avait. On a la long run qui, chez les marathoniens, en moyenne, correspond à 35 à 40 km pour leur long run, ce qui fait du sens. Il y en a qui vont aller overshoot vers le 45, mais c'est plus rare qu'on remarque. En termes de musculation, on est rendu dans la pliométrie et la force maximale. On va souvent adresser une séance de sprint court ou des drills techniques. Maintenant, c'est très répandu dans la course à pied. On appelle ça souvent des strides. Puis on va faire des éducatifs avant, puis des trucs comme ça. Fait que c'est même pas une séance d'intensité en tant que soi. C'est une autre des séance. Fois, les strides aussi sont ajoutés après un jog. Oui, exactement. À la fin d'un jog, tu fais quelques éducatifs à travers ça. Ça te permet de travailler ta stabilité, ta mobilité spécifique à la course à pied. Comme on le disait, l'entraînement de tempo, une fois, c'est un des entraînements clés qui va se situer en zone 3 et zone 4, là, donc seuil anaérobique, qui va durer de 20 à 40 minutes à allure seuil, soit en continu ou soit en fractionné. Quand on tombe 20 à 40 minutes? Ouais, mais ça, c'est autour du seuil. Fait que là, si tu fais du tempo, tu pourras aller un peu plus long que ça si tu veux. Mais si tu fais du seuil anaérobique, souvent, en début d'année, ils vont viser le 20, 40 vers, mettons, le milieu de ta planification. Puis quand tu approches proche d'une compétition, tu peux redescendre un petit peu. 4 fois 10 minutes au seuil. Là. 4 fois 10 minutes au seuil, c'est beaucoup quand même. Là. C'est tough. Là. C'est un gros workout. Là. Ouais, mais probablement que un marathonien, son seuil anaérobique, puis s'il y a des physiologistes qui nous écoutent qui sont pas d'accord, vous pourrez nous écrire, mais d'après moi, c'est au-dessus d'une heure là, qui est capable de tenir son seuil comparativement à quelqu'un qui est plus, mettons, un gars de 5000 mètres ou de 1500
vieillissant que probablement que son seuil anaérobique il va le tenir un petit peu moins longtemps. Il est moins endurant à ce côté-là. Les séances de vitesse, comme on a dit, là, il donne des exemples, là, des 8 x 1000, des 20 x 400, des 200 répétés avec pas beaucoup de pauses, puis des trucs comme ça. Puis le reste est comblé par le footing, qui disent le footing en endurance fondamentale, donc la zone 1 et la zone 2. Ici, on fait pas vraiment de différence entre la zone 1 et la zone 2. Là, ils mettent tout ce qui est en bas du seuil aérobie représente le footing. Ça, c'est un petit peu, je dirais, une faiblesse de l'étude. C'est difficile en même temps de quantifier ça quand tu fais une revue parce que, tu sais, il n'y a pas toutes ces données-là dans toutes les études que tu regardes. Fait que, tu sais, de différencier la zone 1 et la zone 2, ça peut être un peu difficile pour eux. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a 2 modèles qui sont privilégiés. Tu les connais déjà, donc le polarisé et le pyramidal. On a fait un podcast là-dessus d'ailleurs. Oui, exactement. Fait que zone 1, zone 2, basse intensité qui représente 75 à 85% du temps total de la semaine. Entre les 2 seuils, zone 3, zone 4, qu'on dit modéré, c'est 15% environ en moyenne. Et la zone 5, donc la très haute intensité. Parfois, on peut dire que la zone 4 est un peu inclus là-dedans. Là, ça dépend des mentalités, là, mais ça va varier de 5 à 10% justement. En termes de répartition typique hebdomadaire, et là, ça commence à être intéressant justement. Dans la moyenne des marathoniens les meilleurs au monde, on remarque 6 à 10 séances de zone 1, zone 2 par semaine. 2 séances où on va aller toucher un peu plus le tempo. Souvent, on a les double threshold, les trucs comme ça, zone 3, zone 4. Et une séance où on va vraiment consacrer plus à la vitesse. Puis souvent, ils vont inclure un peu de seuil avant là, dans cette séance-là aussi. Fait que ça ressemble à ça. Fait que si tu fais le calcul, là, ça ressemble pas mal à du 13-14 séances par semaine. Ouais, c'est ça. Hein? C'est quand même du stock. Faut que tu fasses. T'as pas le choix si tu veux faire 200 kilos. Là. C'est 2 fois par jour. T'as pas le choix de faire ça, tous les jours. Ouais. En termes de phase d'entraînement, on le disait un peu, là, on commence avec du volume élevé, puis on transitionne vers la haute intensité. Et l'étude en vient à la conclusion, aux conclusions finales qu'on fait les liens avec la performance directement. Donc, les liens avec la performance, la corrélation est directe avec le volume annuel total et le volume élevé dominé par la basse intensité. Fait que le volume élevé dominé par la basse intensité, ça veut dire beaucoup de zone 1 puis de zone 2. Donc, on disait 80-85%. C'est directement corrélé avec la performance des coureurs élites. Le pourcentage de zone 1 zone 2 est élevé. Donc, la corrélance et la tolérance au volume sont plus importants que l'intensité seule. L'intensité est importante, mais c'est moins important que si tu as à choisir un des deux, si tu choisis le volume. Puis je sais pas si t'es comme moi, mais je sais pas si tu connais quelqu'un là, qui fait genre, je sais pas, 100-120 kilos par semaine, mais qui fait jamais d'intensité, puis il va aller faire un marathon, puis il va quand même faire 3h15, 3 heures. Là, honnêtement, moi j'en connais quelqu'un quand même. Moi, c'est un peu. Si je me botte pas vraiment le cul, c'est ça que je fais. Ouais. Puis tu fais quand même bien. Ouais, pareil, c'est ça. Puis tu sais, je pense vraiment que. La dernière fois, j'avais fait beaucoup d'intensité dans la dernière build pour ce que je fais habituellement. Mais habituellement, c'est dur à aller faire de l'intensité. Mais je trouve plus de volume. C'est ça. J'ai beaucoup moins de plaisir. Toi, je sais que t'aimes ça te mettre dans le rouge, mettons. Moi, j'aime ça. Beaucoup moins de plaisir à faire ça. Moi, c'est le seuil. Le seuil, tellement ça. C'est ça, exact. C'est ma zone de prédilection. Les training VO2, c'est ça qui me pète. C'est ça qui prend le bord le plus en premier. Là, pour que j'aille me mettre sur une piste pour faire du VO2, là, faut que je me fasse traîner. Puis ça, on parlait de fréquence hebdomadaire, les liens avec la performance, on a de 8 à 14 séances par semaine chez les meilleurs marathoniens, avec 2 à 3 séances clés. Donc, on parlait justement de séances de seuil, de longue distance et une séance qu'on va travailler plus sur VO2 max. C'est une remarque qu'ils font qui est super intéressante. L'entraînement basé seulement sur le seuil anaérobique est moins efficace que la combinaison de volume et d'intensité ciblée. Ce qui veut dire par là, c'est que avoir juste du pyramidal tout le temps, avoir beaucoup de tempo, c'est pas nécessairement ce qui est le plus efficace. Fait que t'es mieux de périodiser puis avoir des phases où tu fais beaucoup de volume, mais aller chercher quand même des allures spécifiques ou des volumes moyens puis aller chercher des volumes spécifiques aux 10 000, aux 5 000, ce qui est très évident aussi. Mais l'entraînement juste au seuil tout le temps, ben, c'est pas ce qui va faire performer le plus. Évidemment, il faut comme aller dans une variété un peu d'entraînement. Entraînement, et ce qu'il remarque aussi à travers l'étude, c'est que l'entraînement
qui marche le mieux chez les meilleurs, c'est planifié à long terme avec une progression sur plusieurs années. Plusieurs années, c'est ça. Pas juste OK, la prochaine compétition, c'est ça, fait qu'on se prépare pour ça. C'est quoi notre objectif? Souvent, eux, c'est pour travailler avec plusieurs Olympiens. C'est les Olympiques. Fait qu'on a des cycles de 4 ans, des fois des cycles de 2 ans pour les championnats du monde. Mais c'est des cycles de 4 ans. Avec des objectifs A à chaque 2 ans. Tu as comme un objectif A+. Puis là, tu as des objectifs A, puis tu as des objectifs B, mais tout est pensé comme à long terme. À la place de dire, OK, là, moi, je veux faire comme moi je fais, mettons, là, moi, je veux faire le marathon d'Ottawa. Fait que là, tu fais le marathon d'Ottawa avec aucune pensée de ce que tu veux faire après le marathon d'Ottawa. C'est correct aussi, là, je veux dire, dans notre réalité. Ben non, c'est ça, exact. Là, je compare pas. D'estimer 4 ans d'avance, qu'est-ce que je veux faire. Ben, tu sais, peut-être que si tu commences, faire OK, dans 4 ans, je veux faire Boston en tel temps. Ouais, ou dire, je veux me qualifier pour Boston en 4 ans. Là, il y a un plan que tu peux mettre sur place, mais tu sais, je veux dire, la vie est la vie, puis des fois, ça se peut que ça te tente pas de t'entraîner pour aller aux Olympiques. La réalité, c'est que, tu dis ça, mais la réalité au jour le jour, c'est que la décision que tu prends au jour le jour n'est pas basée sur tes Olympiques. Non, c'est ça. Elle va être basée sur le prochain objectif. Ou à long terme, tu vas dire, OK, ben, on a décidé que pour les Olympiques, on voulait te faire plus de seuil parce que ça fonctionne bien pour toi. Ben, cette séance-là, on va te la changer pour le seuil, etc. Mais c'est rare qu'on va penser à dans 4 ans, comment il faut que tu performes pour prendre la décision aujourd'hui. On y va avec une progression logique, puis ça finit là. Ce qui nous emmène à la deuxième étude qui parle cette fois-ci, justement, on a parlé des meilleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient. On va regarder c'est quoi, on va parler de l'élite, on va regarder c'est quoi sub-élite et amateur. Fait que là, c'est une revue de 2025, donc fraîchement sortie du four encore. Ça s'appelle Training Intensity Distribution of Marathon Runners Across Performance Levels. C'est une étude de 2025 qui a eu un suivi de 16 semaines environ avant un gros événement, un événement majeur. Et je crois que le N, c'est-à-dire le nombre de participants, était de 150. 150 participants? Ouais. Tout pour le même événement? Non, pour des événements différents. Ouais. Puis là, on parle peut-être 150. Il y a 3 groupes, justement. Il y a élite, sub-élite, amateur. Puis disons, divisé par 3. Je ne l'ai pas noté dans mon résumé, là, mais disons qu'il y en avait autant dans chaque groupe. Donc, l'objectif de l'étude principale, c'est de comparer justement la répartition de l'intensité à travers les différents niveaux. Fait qu'on parle justement élite, sub-élite et amateur, puis voir c'est quoi les différences. D'autres objectifs qu'on avait, c'était d'identifier les modèles d'entraînement associés à la meilleure performance. Donc, les élites, on va dire, qui ont les meilleures performances en général. C'est quoi qui font que les amateurs font pas ou différemment. Décrire les différentes charges d'entraînement en termes de durée, de fréquence, d'intensité entre les groupes et de vérifier si certains modèles de distribution de charges d'entraînement sont corrélés avec des temps rapides sur marathon. Donc, méthodologie, niveau élite. Et là, on a le niveau élite quand même. Là. Donc, chez les hommes, on parlait pour être catégorisé élite, moins de 2h20. Ce qui est quand même un bon... Ben, je suis d'accord avec ça. Moi, je fais des bons temps, mais je suis pas un élite. On dirait presque excellence là, à ce niveau-là. C'est ça, c'est le point 0,0. Mais honnêtement, c'est ça. C'est l'élite. L'élite, c'est eux. C'est comme ça qu'il faut les catégoriser. En bas de 2,40 sur marathon pour les femmes, donc élite. Sub-élite, on parlait de 2,20 à 2,40. Fait que, mettons, toi puis moi, on rentre pas mal dans cette catégorie-là. Puis je suis d'accord avec ça, même si je me considère même pas comme un sub-élite. Moi, je suis plus un amateur qui aime ça... me crisser des volets puis aller au bout de la mer. Pour les femmes, on parlait de 2h40 à 3h. Puis pour les amateurs sportifs, on va dire, c'était au-dessus de 2h40 pour les hommes et 3h pour les femmes en termes de performance sur marathon. Donc, on incluait les deux. C'est quand même des coureurs expérimentés. Puis c'est bien qu'il l'avait fait. C'est le top pour 1% des marathoniens. Oui, puis c'est bien qu'il l'avait fait avec ces tranches-là. Parce que justement, tu sais, puis faut pas que personne me lance des roches, mais mettons qu'il aurait pris un groupe qui faisait 4h30 sur marathon, ça aurait amené probablement beaucoup de biais à l'étude en tant que telle. Mais là, de cibler des tranches de 20 minutes comme ça, je trouve ça vraiment plus pertinent parce que ça nous permet de voir justement, même s'il s'entraîne beaucoup, lui qui fait 3h15 sur marathon, il s'entraîne beaucoup. C'est quoi qui fait différent du gars qui fait 2h15? C'est quoi la différence en termes de distribution? C'est sûr que quelqu'un qui fait 5h sur marathon, c'est vraiment bien. C'est des belles performances. C'est du dépassement de soi, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait 2h15 sur marathon. C'est pas la même. Donc, c'est pas la même étude non plus. Il faudrait voir ça autrement. Fait que les méthodes de collecte, c'est le GPS, justement, les capteurs de fréquence cardiaque, les journaux d'entraînement numérique, soit avec les modèles qu'on a avec Coros, etc., ou
avec même Strava. Et voilà. Donc, les zones d'intensité, on les connaît. Eux, il y avait 3 zones d'intensité, mais je vais ramener ça à notre modèle à 5 zones parce qu'on aime ça, le modèle à 5 zones. Comme on le disait, pour des débutants, ça peut être intéressant de travailler avec seulement 3 zones. Pour des coureurs un peu plus avancés, 5 zones, c'est quand même intéressant. Donc là, on parlait de la basse intensité, zone 1, zone 2, qui est sous le premier seuil lactique ou sous le premier seuil ventilatoire. Et on l'a mis aussi en termes de pourcentage de fréquence cardiaque maximale parce que il y a certains participants, c'est la seule donnée qu'on a été capable de cibler. Donc, on parle de 60 à 75 % de la fréquence cardiaque maximale pour sous le premier seuil. L'intensité moyenne, qu'on disait zone 3, zone 4 et jusqu'au deuxième seuil, donc entre les deux seuils, on parlait de 75 à 85 % de la fréquence maximale. Et la zone 5, zone 4, zone 5+, la haute intensité, au-dessus du deuxième seuil, on parle de plus de 85 % de la fréquence cardiaque maximale. Et là, on va parler des résultats détaillés, parce que là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on va voir la différence entre les groupes. Exactement. Donc là, on va parler du niveau en zone 1. Parlons du niveau en zone 1 de l'élite. Là, on parlait des hommes qui faisaient en bas de 2,20 et des femmes qui faisaient en bas de 2,40. Zone 1, zone 2, donc sous le premier seuil, ça représente 78 à 82 % de leur entraînement général, un peu comme on avait dénoté dans l'autre étude qu'on vient juste de mentionner. La zone 1, 2, chez les sub-élites, donc on parle d'un un petit peu plus lent, mais quand même très, très performant, 68 à 72 %. Fait qu'on descend déjà le pourcentage de zone. Puis ça, c'est relatif au volume total. Ben oui, exact. 68 à 72 %, fait que c'est 10 % de moins et plus même. Et niveau amateur, 55 à 65 % en bas du premier seuil. Ça veut dire que si on prend 55, il y a un 45 qui se fait ailleurs, puis 45, c'est beaucoup d'intensité. C'est beaucoup d'intensité. Fait que là, on continue. Mais OK. Ben, continue. Entre les deux seuils. On va dire zone 3 jusqu'au seuil anaérobique. Donc, zone 3, zone 4, selon les mentalités, zone 4, il peut être inclus dans la zone après aussi. Autour du seuil, entre les deux seuils. Disons entre les deux seuils. Donc, tempo. Appelons ça tempo pour faciliter. Donc, élite, on parlait de en moyenne 5 à 12 %, justement. Sub-élite, 10 à 12 % et amateur, 20 à 28 %. Et là, on parle au-dessus du deuxième seuil, donc la zone 4 et 5. Donc, on rentre dans les composantes de VO2 max. L'élite, 10 à 15 % en moyenne annuellement. Sub-élite, 15 à 18 % et amateur, aussi un 10 à 15 %. Donc, l'observation qu'on fait, c'est que les coureurs plus rapides passent beaucoup plus de temps à intensité faible et qu'ils diminuent leur exposition au tempo en pourcentage relatif, comparé aux amateurs, justement, qui vont passer entre 20 et 28 % la majorité du temps involontairement entre les deux seuils. Ouais. Ce qui est énorme, en fait. Parce que là, on passe de 55 % de... Involontairement. Ouais. 55 % de facile, 20 à 30 % de moyen, puis 10 à 15 % de difficile. Puis encore une fois, comme tu dis, les amateurs dans cette étude-là, pour les hommes, c'est quand même 2h40 à 3h. Les amateurs, oui, exact. Tu sais, fait que c'est pas du monde qui court 4h30 qui pense qui commence à courir. C'est des coureurs qui sont déjà avancés. Si on parle, mettons, 30 %, la majorité du temps involontaire, ça veut dire qu'ils joguent tout le temps trop vite, probablement, puis qu'ils s'y mettent tout le temps dans une zone de tempo. Ouais. Ce qu'on disait, c'était 75 à 85 % de fréquence cardiaque maximale. Sûrement qu'il y a une intensité là-dedans qui est volontaire, mais la plupart du temps, c'est qu'ils sortent. Puis ils commencent un footing, pour dire l'expression française, puis qu'ils finissent tout le temps en tempo, finalement. Est-ce que t'as... Ouais, c'est ça. Qui commencent en footing, mais qui finissent en tempo. Tout le temps, exact. Genre, ici, ma course, c'est mon 12 kilos, là, quand il faut que je remonte par la côte du... tu sais, je descends en bas, puis je remonte, je finis quand même mon heart rate au tempo, là, tu sais. Exact. Est-ce que tu as le nombre de kilomètres total par groupe? Oui, exactement. J'ai le nombre de kilomètres parce total. Que ça va être intéressant, parce que étant donné que c'est... On va en reparler après, mais étant donné que c'est proportionnel au nombre de kilomètres, je suis curieux de voir à quel point ça diffère. Puis tu vois, c'est intéressant parce que là, on va parler du modèle de distribution. Puis là, le modèle, mettons, les élites, on parle de soit pyramidal ou polarisé, on l'a dit tantôt. Chez les sub-élites, on parle de
principalement pyramidal, parce qu'on voyait qu'ils faisaient quand même plus de zone 3, zone 4. Et chez les amateurs, ben, ils mettent rien, parce que justement, ils mettent modèle mix, parce que c'est pas un modèle qui est répertorié de façon officielle. Quand tu es rendu à faire 50% de basse intensité, 30% puis 20%, c'est pas un peu n'importe quoi. Ben, c'est pas n'importe quoi, c'est juste une distribution qui est un peu aléatoire, on va dire, là, entre guillemets. Donc, justement, ils font le constat que les élites ont un entraînement plus délibéré, polarisé ou pyramidal, avec un objectif précis, et que les autres groupes tendent vers le pyramidal, mais de façon déséquilibrée, avec un excès de tempo tout le temps, souvent involontaire, qu'on disait. Donc, et les volumes hebdomadaires moyens, justement, tantôt, justement, chez les élites, eux, ils mettent élite à 140 km et plus. On parle de jusqu'à 220. Sub-élite, on parle de 100 à 140 km par semaine. Et les amateurs de 50, justement, à 100 km par semaine. Donc, on voit quand même une grosse différence de volume. L'élite a presque le double de l'amateur. Puis, on parle d'un amateur qui fait 3 heures sur marathon encore. C'est quand même solide. La fréquence hebdomadaire, pour comparer à l'étude de tantôt, justement, on parlait des élites qui allaient jusqu'à 14 séances hebdomadaires. Donc, on faisait le 10 à 14. Les doubles séances sont vraiment fréquentes. Le sub-élite, on parle de 8 à 10 et les amateurs de 4 à 7 séances. Donc, il y a une énorme différence. Là, on parle du double chez l'élite, ou presque. Et les élites affichent une meilleure gestion de la charge avec justement des repères comme la perception d'effort, la fréquence cardiaque moyenne et chez certains, justement, la prise de lactate à l'entraînement comparé aux amateurs qui le font moins bien. Donc, une moins bonne efficacité de la gestion de l'entraînement en général. Donc, la corrélation qu'on fait avec la performance, justement, du côté amateur, une corrélation négative. Puis ça, je dis ça comme ça, puis ils prenaient pas ça pour du cash dans le sens qu'il y a plein de subtilités, mais c'est quand même la corrélation qu'on observe. Corrélation négative entre le pourcentage entre les deux seuils, donc zone 3, zone 4, et la performance chez les amateurs. Parce que si on les compare au groupe élite, ben ils en font beaucoup énormément plus, de façon souvent involontaire, malheureusement. Donc, plus un coureur amateur passe du temps dans cette zone-là, moins il performe sur marathon. Tu vois? C'est la corrélation qu'ils vont faire. Tu sais. Est-ce que c'est biaisé juste par le volume total? Probablement. Parce que, tu sais, mettons, en volume absolu, l'élite fait quand même plus de tempo que l'amateur. Oui, c'est ça. Mais sa distribution est quand même plus raisonnable, on va dire. Mettons, sur le 160 ou sur 200 km, c'est certain qu'il va faire plus. Mais sa distribution... Ben, en fait, il va-tu faire tant plus? Parce que, mettons que tu prends un élite qui fait 160, mais 15% en tempo. Mettons, amateur, on se rendait jusqu'à 100 km. Là. Fait que, puis, mettons que tu prends un amateur à 100 kg. Qui fait 30 km de tempo. Qui fait 30 kg de tempo, ben, probablement qu'il faut que l'élite fasse 200 pour faire 30 kg de tempo. Oui, exactement. Fait probablement que l'amateur court même plus de kilomètres en tempo que l'élite. Que l'élite, relative. Ou la même quantité. Même quantité absolue. Alors qu'il y en a un qui fait 200 km, l'autre fait 100 km. C'est quand même intéressant. C'est fou, Il y a une corrélation positive significative entre le pourcentage de zone 1, zone 2 et la performance. Donc, plus un coureur tolère le volume à basse intensité, plus il accumule des kilomètres de qualité et meilleures seront ses performances. La zone 5 seule, donc tout ce qui est après le premier seuil, ne peut pas prédire une performance, mais elle semble utile en petite dose stratégique dans les semaines avant course pour mieux performer. Ça veut dire que si tu t'entraînes pour un 10 000 mètres, faire du spécifique 10 000 mètres, 5 000 mètres, ça va être très pertinent pour performer sur ton 5 000 mètres. Donc, c'est les corrélations qu'ils ont trouvées avec la performance. Et les interprétations. Donc, interprétation qualitative, on va dire, la performance sur marathon ne repose pas sur un haut pourcentage d'intensité élevée ou moyenne. Justement, un volume élevé à faible intensité est meilleur. Une structure intelligente de l'intensité, surtout. Donc, on parlait des pourcentages. Tantôt, vous avez retourné 5 minutes en arrière. Justement, la zone 3, juste entre les deux seuils, est-ce que c'est un piège pour les amateurs? Point d'interrogation. Elle induit plus de fatigue quand t'en fais beaucoup. Ça génère une charge cardiaque chronique sans nécessairement avoir plus... Tu sais, on l'a vu un peu sur le podcast de la zone 2. C'est comme début zone 3, zone 2, fin de zone 1. On a pas mal les mêmes... les mêmes adaptations physiologiques. Là, on n'est pas certain. Fait que, tu sais, est-ce que justement ça amène une charge cardiaque chronique qui est plus grande puis que finalement on accumule plus de fatigue? Et justement, la fréquence chez les amateurs mal informés qui
qui pensent que la fréquente notion chez les amateurs qui pensent que toujours plus vite, c'est toujours mieux, ou no pain, no gain, justement. Ça, c'est malheureusement pas vrai. Ils disent que, justement, les élites, c'est la discipline, la constance, et la discipline versus leur pourcentage d'intensité, leur distribution, et la constance qui font qu'ils sont les meilleurs. Et, c'est ça, ça ressemble à ça, finalement. Écoute, ça confirme un peu ce qu'on discute dans le podcast Pika, mais c'est... Même moi, à l'écoute de ça, je réalise que probablement, encore, je jogue trop vite. Trop vite, oui. Je jogue trop vite. Tu sais, mettons, on parle de zone 1, zone 2, puis les particularités entre les deux zones. Je pense que, tu sais, en majorité, si on est des amateurs, on peut un peu confondre la zone 1 et la zone 2. C'est correct, c'est pas grave. Là. Mais, tu sais, de tomber en zone 3, puis entre les deux, justement, là, c'est là que ça devient problématique. Puis il y a beaucoup de gens que je connais ou que j'entends qui vont justement jogger tout le temps dans cette zone-là. Puis t'es comme, ouais, mais tu sais, c'est correct, tu vas t'améliorer, mais tu vas plafonner vite, puis tu vas accumuler beaucoup de fatigue, puis demander, genre, quand tu vas vouloir performer au jour J, ça marchera. C'est peut-être pas, finalement. Puis aussi, d'un point de vue mental, aller jogger 60 minutes, juste sortir, puis jogger, puis rester vraiment en zone 1, c'est juste le fun. Il n'y a pas genre ça devient jamais pas le fun, tu sais. Tandis que quand tu fais un jog, puis que parce que là, je sais pas, tu essaies de garder la même vitesse dans une côte, puis là, tu finis. Tu sais, comme ici à Québec, c'est vraiment dur de pas pogner de dénivelé. Clairement. Mais là, tu arrives en haut, puis là, parce que tu te dis, là, Chris, je vais pas commencer à faire du 6,30 dans montée, dans pente douce, mettons, mais là, t'es à 4,45, puis là, tes pulsations montent parce que tu montes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas du 6,30? Pourquoi tu serais à 6,30? Pourquoi tu serais pas à 6,30? Puis là, quand t'arrives en haut, mais là, t'es comme, là, j'ai un tempo, fait que je vais le garder, puis là, tu restes à 165 de fréquence cardiaque jusqu'à la fin de ton... Puis là, t'es défoncé en arrivant de ton jog, alors que tu devrais arriver de ton jog fresh en te disant, je pourrais refaire exactement la même chose pendant aussi facilement. 3 heures de fait temps. que même moi, à la lecture de ça, alors que techniquement, dans ça, je suis dans le 3e groupe, là. Mon PB sur marathon, c'est 2,44. C'est pas 2,39, là, c'est 2,44. Techniquement, je suis dans le groupe amateur. Puis, probablement que je jogue trop vite. Probablement que je suis encore, même si je suis vraiment à l'affût à cause de discussions qu'on a comme ça, puis je le sais, probablement qu'encore, là, je suis trop vite. Ben, moi aussi, des fois, là, je vais trop vite. Puis, tu sais, moi, des fois, je monte les marches du Cap Blanc, là, puis je veux pas les marcher. Là. Fait que j'ai jog, puis je monte en zone 3 directement. Plus tu sais, c'est pas si grave. Fait que là, tu montes en zone 3. Plus tu gardes ta zone 3 c'est comme dur tu de dis pendant redescendre 10 minutes, après. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'on est tous... Tu sais, puis à la limite, là, c'est pas grave. Tu sais, il n'y a pas personne... Non, mais non. On fait juste de la course à pied. Je comprends, mais en même temps, on est assis ici pour décortiquer les études puis essayer de pousser au max. Puis le monde qui écoute, c'est un peu ça aussi, la démarche. C'est comme on est là pour essayer de pousser au maximum dans la limite de la réalité de nos vies, là, mais d'amener notre performance au maximum puis d'optimiser. Comme je le disais, je pense que de confondre un peu la zone 1, zone 2, c'est pas si grave que ça. À la limite, pour un coureur très élite, c'est dangereux parce que, mettons, un Thomas Fafard que sa zone 2 finit à 3,10 du kilo, je peux pas lui demander... Le stress biomécanique est un peu trop intense. Ça, je peux pas lui dire, ben, tu sais, il fait de la zone 2 tout le temps puis ça va bien aller. Non, il faut qu'il fasse la zone 1, clairement. Ben, mettons, puis je dirais même les gens sub-élites amateurs en bas de 3 heures, c'est quand même important de respecter zone 1, zone 2. Bon, après ça, même jusqu'à 3h30, après ça, c'est pas grave. Zone 1, zone 2, faible intensité, on va dire. C'est bien correct. Mais justement, de déborder toujours vers la zone 3. Comme on a déjà dit dans la préparation pour le marathon d'Ottawa, la zone 2, elle te fait travailler quand même. Fait qu'encore encore en pensant psychologiquement, comme je parlais tantôt, un jog en zone 2 versus un jog en zone 1, c'est pas la même implication émotionnelle puis mentale. Exact. Le jog en zone 2, tu finis encore puis t'es pas genre... Tu te dis pas, ah man, j'aurais continué 4 heures de temps. Là. C'est ça, exact. Tu te dis, ah man, c'était quand même le temps que ça finisse. Tu fais des intervalles, des affaires de même. Puis, tu sais, je pense que la différence qu'il faut nommer, que peut-être qu'on nomme pas assez souvent, c'est qu'il y a des gens que leur zone 1, c'est 7,30 du kilo. Puis leur zone 2, c'est 6,30 du kilo.
Fait que, tu sais, ces gens-là, peut-être justement qu'un modèle à 3 zones, ça peut être correct pour eux. Ouais, c'est ça, Tu sais, exact. c'est correct parce que justement, tu sais, ça confond un peu ça. Puis, tu sais, le volume est à bâtir Ouais. et tout, puis c'est bien Ouais. correct. Tu peux la mettre comme une zone, Ouais. mais dès que tu tombes justement un peu plus rapide, puis ces gens-là aussi vont venir être plus rapides s'ils s'améliorent, ben là, c'est comme intéressant de diviser les deux, puis de justement, tu sais, ta zone 1, ben, c'est 5,30, puis ta zone 2, c'est 4,30. Puis tu ne jogues pas tout le temps à 4,30 parce que c'est trop fatigant, tu sais. Fait que la corrélation la plus claire, selon les études qu'on vient de regarder, c'est le volume. Malheureusement, c'est C'est la la distribution chose- de l'intensité, mais ça reste le volume. Ça reste le volume qui est comme la constante Ouais. qui corrélèle à toutes les Exact. à la performance. Fait que, si on en retient une chose, c'est que si tu es à 50 kilos par semaine, la semaine prochaine, il faut que tu montes à 140, 150. Ouais, c'est ça l'affaire qu'il faut retenir. Non, progressivement. S'il vous Ouais. plaît, le progressif est... Le fameux, est-ce que toi, selon ce que tu sais, là, on sort un petit peu de l'étude, puis je te mets on the spot un peu, mais est-ce que la règle du 10% par Ouais, semaine, je pense c'est que bon, solide? Ouais, j'ai justement Ouais. vu je pense que c'était une revue de littérature qui regardait, ou c'est une étude même, là, qui regardait justement c'est quoi le plus gros facteur de blessure en course à pied. Puis ils se sont rendus compte que c'était soit à travers une semaine, l'augmentation trop drastique, fait que c'est au-dessus de 10%, Ouais. des 15, des 20, des 30%, quand tu n'as jamais fait ça dans le dernier mois ou dans ta vie, ou une séance même que tu exagérais de plus de 10, 20, 30%. Fait que si tu es habitué de faire des 10 kilos puis tu vas te taper un 14, ben là, tu te risques de blesser augmente énormément. Ouais. Fait que si tu veux être genre un peu bold, mais pas trop, je pense que le 10%, c'est correct. Ouais. Puis si t'es longue, tu les augmentes de 1 à 2 ou 3 kilos par semaine. C'est Parce correct. qu'il y a quelqu'un qui mais- nous écoute en ce moment, qui retient ça, qui dit, OK, quelqu'un qui est à, je sais pas, 4 heures du marathon, puis qui dit, OK, mais dans le fond, tu sais, le low-hanging fruit, c'est de Volume. monter mon volume, ben, de le faire comme ça, justement, en 10% progressivement, puis de recool down à amener après 3 semaines. Là, tu sais, un genre de toc-toc-toc, on descend, Ouais. 1, 2, 3, on descend Ouais. progressivement. Ouais. Puis c'est. Je mettrais peut-être au défi les gens, justement, qui ont cette mentalité-là de toujours courir entre les deux seuils et en mettant Ouais. du tempo, de voir, justement, OK, moi, j'ai pas le temps d'augmenter mon volume. Tu sais, j'ai des 3 enfants, tu sais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, malheureusement. Fait que j'étais à 50 kilos par semaine. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour performer mieux? Ouais. Ben, essaie-le donc, voir. Tu sais, de faire, De vraiment ralentir. justement, tu sais, un 75-80% en bas du premier seuil. Easy. Peu importe, zone 1, zone 2, on va Ouais. dire. Un vrai 10-15% dans le milieu, puis un vrai 5% à la fin. Ouais. Puis à l'approche de ton marathon, on switch un peu les deux derniers pour avoir un petit peu plus d'intensité, moins de volume. Puis vois si ta performance s'améliore. Tu sais. S'il n'y a rien que tu peux changer en volume, change cette mentalité-là, puis vois si ça apporte des meilleurs résultats. Puis selon l'étude qu'on vient de dire, puis selon mon expérience, j'ai tendance à dire que ça va avoir des meilleurs résultats. J'ai cette impression-là, puis Ouais, pas cette certitude, mais presque là que ça va avoir des meilleurs résultats que... Puis j'ai un follow-up, puis peut-être que c'est une question pour un autre coin du geek, mais tu me le diras si jamais tu n'as pas une réponse déjà. Le 5% dans le top end qu'on parle, là, fait 95,5, mettons, là, dans le VO2. là. Ouais. Est-ce qu'il faut, pour un marathon, est-ce que l'objectif est de travailler la biomécanique à la vélocité maximale ou est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'aller travailler le VO2 max? Je sais pas si tu comprends Ben, les deux, la en différence. fait. Fait que Ouais, dans le sens, ouais. est-ce que le but, c'est de courir à vitesse VO2 max ou est-ce que c'est d'aller te colisser à 195 fréquences cardiaques puis avoir envie de vomir puis voir flou à la fin de ta course pour un entraînement marathon? Ouais. Ben, je pense que il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Je pense que le VO2 max, ça reste un des facteurs de performance, comme on le disait dans l'étude. Il y a le volume, t'as les seuils, t'as le VO2 max, t'as l'économie de course. Ouais. Fait que si tu mets ces quatre-là, ben, ça reste que c'est un des 4 facteurs de performance. Fait que plus ton VO2 max est élevé, plus tu as des chances même sur marathon, tu as des chances de mieux performer. Fait que, Mais est-ce que tu mettons, on penses que regarde cette corrélation-là, vraiment, genre basic, tu penses-tu que la corrélation est que pour les gens qui s'entraînent avec ce volume-là, puis avec ces intensités-là, puis ces distances-là, le VO2 max va augmenter par lui-même? Ben, c'est prouvé que zone 1, zone 2, ça te fait augmenter ton VO2 max. C'est ça. pareil. Fait que c'est sûr que le VO2 max va être plus haut. C'est sûr. Ouais. Fait que est-ce que, j'en reviens à ma question, est-ce que tu veux aller dans cette zone-là ou est-ce que ce que tu veux faire, c'est un 5% qui travaille la vitesse maximale pour la biomécanique? Tu comprends ma question? Oui. Mais je pense que c'est
ça a été prouvé que faire justement des intensités très élevées, puis on parle même pas de VO2 max, parlons de mécanique de course, ben, ça améliore ton économie de course dans toutes les autres sphères aussi. Ouais, c'est ça. Que si je fais, mettons, des strides ou mettons, des 30 secondes, des 1 minute à très haute vitesse, ben, mettons, à ma vitesse marathon, je vais avoir une économie de course qui va être développée quand même. Je pense que travailler l'allure spécifique au marathon, ça vaut quand même la peine aussi. Sûr, ouais. Mais fait que pour cet élément-là, d'aller chercher de l'économie de course à des vitesses plus basses, je dirais que faut le faire, faut y aller, c'est sûr. Ouais. Après ça, pour le développement physiologique, si on parle pas des articulations, des muscles, ton cœur fait pas la différence entre si tu es en train de faire du vélo ou si tu es en train de courir. Fait que, si tu veux faire des strides, toi, ça te fait chier faire du VO2 max en courant. Ouais. Si tu fais de la mécanique à vitesse élevée plus du VO2 max sur vélo, ben, je pense que tu pourrais avoir un bon résultat quand même. Là. Je comprends. Est-ce que tu aurais un meilleur résultat que quelqu'un qui fait du VO2 max en course à pied? Je sais pas, il faudrait voir. Mais j'ai l'impression que si tu fais ton VO2 max à la course, ça va t'améliorer plus à la course. Mais si on pense de façon très basique, ben, ton cœur, il sait pas, il pompe le sang. Puis tes poumons non plus. Là. Fait que, à la limite, si tu fais juste du VO2 max en vélo, puis que tu fais des vitesses élevées de mécanique, en strides puis en montée de côte. En fait, c'est parce que là, moi, j'essaie juste de trouver une façon d'éviter de faire du VO2 max parce que, man, c'est juste ça que j'essaie de faire. J'essaie de trouver une façon de dire, ben, est-ce que je peux faire 10 fois 200 sur une piste à la place d'aller faire 10 fois 8, tu sais? Tu comprends la différence? Parce que le 10 x 8, c'est lui qui me finit complètement sauter. Le 10 x 2, la biomécanique est là aussi. Mais je finis pas avec les plus à 195. Ben, honnêtement, je pense que t'as pas besoin d'un gros pourcentage pour t'améliorer. Fait que, honnêtement, je pense que t'aimes ça faire du tempo et des trucs comme ça en général. Fait que, je pense que si tu fais du tempo puis tu finis toujours avec un peu de vitesse, je pense que ça pourrait être il y aura un gain, là. Ouais, il y aurait un gain. Mais tu faut le tester. Tu peux pas t'en sauver de faire du VO2. Là. Parce que, tu sais, en même temps, il faut que tu t'écoutes dans le sens que si, mettons, toi, tu remarques que le VO2, ça te casse complètement puis ça t'empêche de monter ton volume tout le temps, ben peut-être qu'il t'en faut moins que 5-10%, peut-être qu'il t'en faut 3%. Peut-être que tu peux répéter plus de strides plus souvent au lieu de faire des séances de VO2. Mais, tu sais, à la limite, je pense qu'on s'en tire pas, là, qu'il faut en faire du VO2. Exact. Mais l'amélioration du VO2 max, ça dépend pas juste des séances de VO2 max. Justement, Senbach avait sorti une étude en 2022, je pense, ou 2021, qui mesurait justement du volume du tempo seulement, du fartlek, puis des intensités pures à VO2 max. Puis le groupe qui avait la meilleure augmentation du VO2 max, c'est le fartlek. Qui faisait moins de temps à VO2 max, puis qui combinait tempo et VO2 max. Fait que, ça te prouve à quel point, des fois, on est biaisé par rapport à il faut faire beaucoup de VO2 max pour être fort à VO2 max. Ben, pas nécessairement. Si tu fais du fartlek, tu peux avoir un plus gros VO2 que l'autre qui en fait pas. Fait que, c'est ça. Il n'y a pas de science infuse précise, mais ça nous prouve qu'il y a plusieurs méthodes. Mais il y a quand même des tendances qui sont assez claires. Il faut que tu en fasses un peu, clairement. Mais est-ce qu'on a besoin d'en faire autant qu'on pense? Peut-être pas. Puis est-ce que tu penses qu'au même titre qu'il y a du monde qui font du monde, mettons, moi le premier, là, qui fait de la zone 3 malgré moi, il y a du monde qui finissent leur tempo trop vite? En VO2? Finissent leur tempo en VO2? Probablement. Ouais, ben si c'est calculé comme étant ton VO2. Ouais. Pourquoi pas? T'sais. Ouais. Mais si c'est pas calculé, ben. Si c'est pas calculé, c'est parce que tu mets du stress qui est dans trop... 2 jours, tu vas être sauté complètement. En même temps, si tu finis à VO2 pour 1 minute, c'est pas si pire que ça, là. Non. Mais si tu tiens ton VO2 3-4 minutes à chaque fin de tempo, ben là, t'es pas mal dans la limite supérieure de la quantité de VO2 que tu peux faire. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est pas mal ton VO2. C'est des entraînements qui coûtent bien trop cher aussi. Moi, j'aime ça combiner comme ça. T'sais, pourquoi pas faire un prog, puis à la fin finir à VO2 max, puis ça fait ta séance de VO2 max. Moi, c'est des séances que j'adore faire. Puis, on n'est pas obligé de définir une séance comme étant, OK, là, on travaille le seuil, là, on travaille le VO2, là, on travaille l'endurance fondamentale. Tu peux mélanger un peu, comme le fartlek le fait bien. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas faire un 3000 mètres, puis après ça faire 5 x 400. Ouais, exact. À VO2. Fait que, si on peut mélanger tout ensemble. Puis même des fois, l'inverser, faire 5 x 400, puis après ça, travailler ton tempo sur des jambes fatiguées. Ça peut être intéressant aussi. Tu vas aller moins vite, mais ça apprend ton corps à travailler dans une fréquence cardiaque va être dans le tapis, par exemple. C'est ça. Fait que tu ralentis un peu, mais regarde, ça fait, si tu vas aller au seuil, mais ça entraîne ton corps justement à courir sur des jambes fatiguées, puis des trucs comme ça. Là. Fait que c'est le fun de mélanger puis de voir les effets. Là. Puis je pense que peu importe, là, si tu respectes un peu ça, tu vas quand même t'améliorer. C'est ça, exact. Jusqu'à un certain point de l'élite. Les élites à 2,20, il faut que tu sois vraiment fine-tune. Ouais, c'est ça. Même en bas de 2, tu sais, mettons, même le monde à 2,30 comme toi, il faut quand même que tu arrives
Ouais, quand même j'essaie. fine-tune. Ben moi, là, le j'essaie, plus là. possible. J'essaie des méthodes. J'essaie, OK, moins de Ouais. volume, plus d'intensité. Là, je me rends compte qu'il y a plus de volume, moins d'intensité. Puis là, comme, mettons, le dernier marathon que j'ai fait moins de volume, plus d'intensité. J'ai fait pas mal en même temps. Fait que, tu sais, Ouais. bon, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Bon. Moi, je pense que j'arrive à la limite de pouvoir m'améliorer en faisant un peu n'importe quoi. Comme j'arrive un peu au bout de ce que, mettons, mon corps serait capable de faire en faisant, genre, ben, au feeling, là, tu sais. Je pense que je suis pas encore rendu à cette limite-là, mais j'y approche, par exemple. Où est-ce qu'à amener, il faut que, ben là, man, si quand tu vas tomber dans comme 2,40, 2,35, 2,36, T'as pas vraiment le après choix, ça, il va falloir que tu fasses une tune un peu plus, là, mais ben, peut-être que ton vrai PB, c'est 2,20 pour le sait pas, hein. Ça me surprendrait. Peut-être qu'on l'aurait vu, on le saurait déjà, là. Si mon PB était à 2,20, on aurait remarqué quelque chose dans mon patron de course qui est comme, OK, ouais. En tout cas, bref, belle discussion. Cool, hey, merci beaucoup pour ça. Yes.